Dans la Corne de l'Afrique, deux processus de paix fragiles sont sérieusement menacés, à savoir les luttes de pouvoir interne au Soudan du Sud et dans la région éthiopienne du Tigré pourraient dégénérer en crise régionale. Au Soudan du Sud, comme ce fut le cas en 2013 au début de la guerre civile, une compétition est en cours pour la succession de l'actuel président Salva Kiir, 73 ans. Ce dernier semble privilégier son gendre comme successeur potentiel. Pendant ce temps, la région du Haut-Nil est secouée par des affrontements entre l'armée blanche, une milice nuère et les forces armées sud-soudanaises aux conséquences dramatiques, notamment la destruction d'un hélicoptère de l'ONU et la mort d'un général de haut rang. Durant la guerre civile de 2013 à 2018, l'Armata Bianca ou l'armée blanche a combattu aux côtés de l'armée populaire de libération du Soudan, mouvement d'opposition dirigé par l'actuel Premier ministre, dirigé par l'actuel vice-président Riek Machar. Aujourd'hui, les tensions entre Kir et Machar s'intensifient, faisant craindre un retour à la violence dans un pays déjà éprouvé par des décennies de conflits. Le Soudan du Sud est au bord d'une nouvelle guerre civile, a averti lundi le plus haut responsable des Nations Unies, Nicolas Haysom, dans ce plus jeune pays du monde, exprimant son inquiétude face à la décision soudaine du gouvernement de reporter le dernier effort de paix. À quelques kilomètres à l'est, en Éthiopie, une crise interne de la région du Tigré risque aussi d'alimenter un conflit plus large entre le gouvernement fédéral d'Addis Abeba et l'Érythrée. Le Front de libération du peuple du Tigré, le TPLF, autrefois parti dominant en Éthiopie et principalement opposant au gouvernement lors de la guerre de 2020-2022, est désormais divisé en deux factions. Une faction conservatrice dirigée par le président Debretsion Gebre-Mikaël et une faction réformiste menée par Getachew Reda, chef de l'autorité régionale intérimaire du Tigré. La faction de Debretsion contrôle une part importante des forces armées du Tigré et a progressivement pris le contrôle des structures administratives locales, souvent par la coercition. Elle a également étendu son influence sur les médias et une partie du gouvernement de la capitale régionale Mekele. Cette faction aurait des liens avec l'Érythrée, tandis que Getachew bénéficie du soutien du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Alors, comment pourrait évoluer cette situation et que risque toute la région en cas d'embrasement? Quel rôle jouent les États-Unis, la Turquie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite dans la dynamique de cette crise? Que pourraient faire les pays des BRICS, notamment la Chine et la Russie et l'Inde, pour stabiliser et aider au développement de la région? Pour répondre à cette question et à toutes ces questions fondamentales, j'ai l'honneur de recevoir le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida II en Algérie. Abdelkader Soufi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien. Bonjour, c'est un plaisir pour moi aussi d'être avec vous. Alors, Abdelkader Soufi, qualifions la situation Sud-Soudan de grave. Nicolas Haysom, donc c'est l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sud-Soudan, a souligné que les efforts internationaux pour parvenir à une solution pacifique ne peuvent réussir que si les présidents Salva Kiir et son ancien rival devenu vice-président Riek Machar sont prêts à collaborer et à placer les intérêts de la population au-dessus des leurs. Alors, lorsque le Soudan du Sud, pays riche en pétrole, a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, après un long conflit, les attentes étaient très grandes par rapport à ce pays. Alors cependant, le pays a sombré dans une guerre civile en décembre 2013, alimentée par des divisions ethniques opposant les forces fidèles à Kir, un Dinka, et à celles fidèles à Machar, un Nuer. Alors, le conflit a fait plus de 400 000 victimes avant de se terminer par un accord de paix en 2018 qui a conduit à la formation d'un gouvernement d'union nationale avec Kir et Machar.
Cet accord prévoyait des élections alors en février 2023 qui ont ensuite été reportées de décembre 2000 à décembre 2024, puis à 2026. Alors, comment expliquez-vous la cause de cette nouvelle crise au Soudan du Sud? Êtes-vous d'accord avec cette analyse? Oui, disons que Kir et Machar sont deux hommes puissants, n'est-ce pas, au Sud-Soudan et qui ont œuvré ensemble pour se séparer du Soudan. Maintenant que le Sud-Soudan était acquis à ces, on va dire, à ces deux personnages clés dans la libération ou la séparation du Sud-Soudan du Soudan, euh, il se trouve que ces deux personnages n'étaient pas totalement indépendants dans leur action du moment qu'il y avait des facteurs exogènes qui ont joué un rôle d'abord dans la crise soudanaise de prime abord et qui a conduit à scinder le Soudan en deux parties, donc le Soudan et le Soudan Sud. Ensuite, il faut retenir que il est inconcevable et pas normal qu'un pays aussi riche que le Sud-Soudan, à l'aube de son indépendance, devient sujet à toutes, je pense, à tous les maux et à toutes les crises internes qui ont conduit à une guerre fratricide interne entre Sud-Soudanais et que cela dure jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré un compromis, comme vous l'avez si bien dit, en 2018, qui a amené à une cohabitation entre les deux personnages, sauf que les intentions des uns et des autres sont différentes. Kir, qui veut maintenir sa mainmise sur le Sud-Soudan et par conséquent, il aspire, ou il aspire plutôt à une succession qui sera faite à travers donc son gendre, alors que Machar l'entend différemment, importante et puissante au Sud-Soudan et qui ne veut pas rester au second plan. Maintenant, tout cela, et il faut dire qu'il est bien nourri par des forces exogènes. Rappelez-vous que l'entité sioniste, entre parenthèses Mhm. Israël, a joué un grand rôle dans la séparation du Soudan pour s'accaparer justement de, des biens de celui-ci. Maintenant, à qui profite le statu quo au Sud-Soudan? Sûrement pas aux Sud-Soudanais, du moment Mhm. que ils s'engouffrent dans une crise sans fin et dans une pauvreté. Aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers de morts, des réfugiés, mais surtout un seuil de pauvreté jamais atteint. Mhm. Même avant la séparation entre Et les... pour une euh, population, Abdelkader Sofi, pour une population de combien, excusez-moi? Bah, le plus important, c'est pas le nombre de la population. Mais là, Mhm. nous parlons d'un pays extrêmement riche pour une population réduite, car le Mhm. gros de la population, c'est au Soudan et non pas au Sud-Soudan. D'accord. Et, et c'est pourquoi je n'ai pas le chiffre exact, donc je ne peux pas dire de bêtises. Mais ce qui est sûr, c'est que pour une population, une petite population, et une richesse aussi importante, ça ressemble quelque part à la Libye aussi. La Libye, qui est un pays très riche et avec une population vraiment réduite, et cela, donc avec l'interventionnisme externe, a fait que l'État de la Libye est un État faillite, en faillite. La même chose pour le Sud-Soudan. Nous pouvons dire que le Sud-Soudan est un État en faillite. Il n'arrive pas non seulement à avoir la même mise sur la situation interne, il n'arrive pas à contrôler les flux externes qui permettent justement le transfert des armes et donc à travers les intermédiaires, ce qu'on appelle les seigneurs de la guerre. Et cela, euh, je crois que c'est une question qui a été quelque part voulue, moi je dirais. Pourquoi? Parce que le Sud-Soudan appartient à une région qui est la Corne d'Afrique, et toute cette Corne d'Afrique est embrasée. Donc, quand on regarde bien, quand on fait un survol, nous avons le Sud-Soudan, nous avons à côté le Soudan aussi lui-même,
n'est pas épargné par les guerres fratricides entre les SFR et les forces d'intervention rapide plutôt et les forces gouvernementales. Nous avons à côté aussi un peu plus bas le problème du Somaliland avec la Somalie, l'Éthiopie. Un troisième problème en bas, c'est le Congo et le Rwanda. Aussi, vous avez le problème du barrage de la Renaissance, qui lui aussi, c'est un problème qui vient s'ajouter, même que je dirais que c'est une bombe à retardement. Abdelkader Soufi, si j'ai bien compris, pour vous, ce qui est vraiment qui détermine cette dynamique conflictuelle, ce sont surtout les facteurs exogènes, bien que, c'est-à-dire ceux qui mènent la danse, s'appuient sur des raisons internes. Mais en réalité, les raisons internes sont secondaires par rapport à la politique d'interférence ou d'ingérence de puissances étrangères. Oui, moi je dirais que euh, les- quand on fait une analyse d'un point de vue interne, Mhm. nous allons voir que cette conflictualité interne donne un terrain fertile à l'interventionnisme externe. Et donc, Mhm. par conséquent, le carburant ne vient pas de l'intérieur. Ça veut dire que c'est une crise qui est alimentée de l'extérieur pour qu'elle perdure. Pour que mais aussi, donc, il ne s'agit pas de garder un statu quo, mais c'est une guerre à la carte, par, j'allais dire, personnes ou acteurs interposés. Donc, il y en a ceux qui font les affaires d'une partie exogène, ceux qui font l'affaire d'une autre partie exogène, ce qui est sûr, cela ne mène que vers un chaos et désolation dans toute la région. Quand bien D'accord. même nous savons que de nouveaux partenaires exogènes aspirent à jouer un rôle plutôt équilibriste et qui ramène une approche nouvelle, celle de ce qu'on appelle gagnant-gagnant. Mais cela représente un véritable danger pour... D'accord, on y reviendra. On y reviendra, D'accord. c'est juste pour faire un peu le topo sur ce qui est vraiment interne, mais on y reviendra. Abdelkader Soufi, les tensions actuelles proviennent d'affrontements dans le nord du pays entre les forces gouvernementales et un groupe rebelle, je le répète encore une fois, connu sous le nom d'Armata Blanca ou Armée Blanche en français, considéré comme proche de Machar. Et plus tôt ce mois-ci, un général sud-soudanais a été tué, ainsi que d'autres, lorsqu'un hélicoptère des Nations Unies engagé dans l'évacuation des soldats gouvernementaux de la ville de Nazir, théâtre de combat alors dans l'État du Haut-Nil, a été touché par des tirs ennemis. Et quelques jours plus tôt, le 4 mars, l'armée blanche, l'Armata Blanca, avait pris le contrôle de la garnison militaire de Nazir, forçant les troupes gouvernementales à encercler la résidence de Machar à Juba, la capitale, et à arrêter plusieurs de ses associés. Alors, par rapport à ça, Nicolas Haysom, l'envoyé de l'ONU pour le Soudan, a déclaré que le manque de confiance entre Kir et Machar empêche ces deux personnes d'exercer le leadership nécessaire à la mise en œuvre de l'accord de paix de 2018 et à la conduite du Soudan vers un avenir stable et démocratique. Il a également donc souligné que la propagation généralisée de la désinformation, c'est très important, de la propagande et des discours de haine exacerbe encore les divisions ethniques et alimente la peur. Alors, face à cette situation préoccupante, le Soudan du Sud court un risque sérieux de retomber, ou court-il un risque sérieux de retomber dans la guerre civile? Et la question aussi qui vient à l'esprit à chaque fois quand on parle d'Afrique, pourquoi l'ONU, comme dans toutes les régions où elle intervient, où elle est intervenue en Afrique, n'arrive pas à imposer la paix alors qu'elle a 18 000 militaires, 18 000 hommes déployés sur place. Oui, vous savez que je commence par la fin. Vous savez que l'ONU, donc ce qu'on appelle les casques bleus,
ne sont pas des armées régulières dont l'objectif est de faire la guerre, mais surtout de faire respecter les résolutions de l'ONU, à savoir conserver une paix et une sécurité, mais qui restent fragiles. Nous le savons, il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, je dis que le problème du Sud-Soudan n'est pas différent des, des problèmes qui ont surgi ça et là en Afrique, donc, à savoir deux acteurs, comme au Soudan, on reprend La la même même configuration. la même stratégie, la même configuration. Vous avez des forces gouvernementales, donc vous avez euh, des forces d'opposition. À un certain moment, il y avait une coalition telle qu'elle est maintenant au Sud-Soudan. Cette coalition, elle dure un moment, mais les intérêts des uns et des autres ne convergent pas. Et parce qu'elles ne convergent pas, elle crée ce problème de discorde qui ouvre la brèche à l'interventionnisme extérieur. Mais pourquoi cette convergence? C'est parce que aussi, elle est alimentée de fake news, de craintes et aussi donc d'intérêts. Et c'est pour cela que, à un moment ou à un autre, chacun regarde les intérêts du pays par rapport à un angle vraiment restreint que celui de l'intérêt, du propre intérêt et on va dire, de son clan. Là, c'est une forme de clanisme qui s'est déclenchée au Sud-Soudan, tout comme au Soudan, mais qui prend une grande dimension. Et cela, malheureusement, fait les affaires de ceux qui gèrent cette situation. Quant à revenir à une guerre civile, ben, écoutez, c'est un scénario à ne pas écarter et qui risque justement encore une fois d'embraser non seulement le Sud-Soudan, mais qui viendrait s'ajouter déjà à la situation dramatique au Soudan. Mhm. Mais cela, est-ce que ça s'arrêterait là? Je ne crois pas, car nous avons un autre problème qui est aussi important donc aux alentours du Sud-Soudan que celui comme vous l'avez annoncé au début, le problème du Tigré, qui risque lui aussi de s'embraser et de créer une situation incontrôlable dans toute la côte africaine. D'accord. Alors, vous me tendez la perche pour la question suivante et qui concerne justement le conflit au Tigré entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Alors, les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée se sont détériorées après l'accord de Pretoria qui a mis fin à la guerre entre le gouvernement éthiopien et le TPLF en 2022. Alors, les deux pays s'accusent mutuellement de soutenir des groupes d'opposition augmentant le risque d'un nouveau conflit régional, comme vous voulez de le souligner. Alors, malgré donc la signature de l'accord de paix, le Tigré continue de faire face à des difficultés, notamment dans des retards dans le désarmement des troupes ou des forces du TPLF et de graves besoins humanitaires. Et le conflit au Tigré a causé la mort, rappelons-le, d'environ 500 000 personnes, toutes les parties impliquées, y compris l'Érythrée voisine, qui soutenaient le gouvernement, ont été accusées de graves violations, notamment de massacres de civils et de violations sexuelles généralisées. Alors, quel est votre avis sur les causes de ce conflit avec la même grille de lecture, c'est-à-dire que vous avez appliqué au problème que nous avons évoqué avant, c'est-à-dire cet effet ciseau entre les raisons internes, endogènes et les raisons exogènes. Et puis, y a-t-il des ingérences ou des interférences de grandes puissances internationales dans cette situation? Oui, absolument. D'ailleurs, les forces du parti du Tigré, du peuple du Tigré, rôle important à un moment, donc, aux côtés des forces loyales, se font éjecter, du moins c'est ce qu'ils pensent, donc être éjectés du pouvoir
car cette, cette vision commune d'Éthiopie qui prend en charge l'ensemble des visions, mais avec sagesse. D'ailleurs, ce qui a permis au Premier ministre éthiopien d'être élu, j'allais dire, comme prix Nobel, Mhm. euh, avec l'indépendance de l'Érythrée. Sauf que aujourd'hui, le conflit ou le problème prend euh, des dimensions assez dramatiques. Vous l'avez dit, 500 000 de morts et plus de 2 millions de déplacés, de réfugiés. Et nous sommes dans la même configuration que celle du Sud-Soudan ou du Soudan, ou même de la Libye, une partie qui s'oppose et que aujourd'hui les Tigréens qui sont quand même euh, une minorité au pouvoir, mais qui avait joué un rôle important pour l'ascension du Premier ministre au pouvoir, euh, risque justement d'aller vers une séparation de l'Éthiopie. Maintenant, c'est cela, C'est-à-dire une séparation de l'Éthiopie, une scission, vous voulez dire une euh, cession, exactement, une mhm. cession, parce que ça peut aller vers une cession. Et je crois que cela rentre dans dans un plan beaucoup plus large de dimension internationale, c'est de diviser au maximum cette région pour mieux régner sur les ressources et sur les positions stratégiques et géostratégiques, car le conflit dépasse de loin les Éthiopiens, les Soudanais, les Sud-Soudanais, les Somaliens, parce qu'il est d'ordre mondial et les enjeux sont là. Il y a la Chine qui vient donc en force avec comme étant une force tranquille, donc plutôt un, un bon commerçant et un acteur qui permet justement au pays du terrain de se développer car cela épouse bien le projet de la route de la soie. Cependant, les grandes puissances ne l'entendent pas comme ça. D'ailleurs, regardez le Djibouti, c'est un pays où je dirais chaque 2 mètres, vous avez une base militaire. Mhm. Euh, pour voir l'importance, pour dire à quel point la corne africaine est importante pour la pénétration en Afrique d'abord. Ensuite, pour pouvoir garder cette mainmise euh, sur la région, nous avons vu que, par exemple, le Soudan, le port Soudan, aussi, c'est un enjeu majeur. La corne africaine est un autre enjeu aussi majeur stratégique et géopolitiquement parlant. Vous savez, le Somaliland, voilà, le Somaliland Ouais, qui ouais. a euh, est aussi un autre enjeu beaucoup plus grand et important qu'on ne puisse euh, en parler, car justement, pour beaucoup de gens, cette région-là est une région qui a été mise en sourdine ou aux oubliettes, et on n'en parle pas beaucoup, mais qui risque donc de créer une tension beaucoup plus importante qu'on puisse le penser. Alors, justement, ce sont des pays qui sont au large de la mer Rouge et tout le monde sait ce qui se passe actuellement à la mer Rouge avec ce que les Houthis font contre la marine israélienne en soutien aux Palestiniens qui subissent un génocide, disons les choses comme elles sont, à Gaza. Et donc, effectivement, c'est une région extrêmement sensible et peut-être c'est aussi par rapport à ça que l'Éthiopie tente d'ouvrir une brèche pour avoir, par exemple, un accès vers le golfe d'Aden ou Bab el-Mandeb via le Somaliland.
moi, je crois que, voilà, nous y arrivons. Les enjeux dans cette région, donc la mer Rouge et l'océan Indien, a fait que toutes les grandes puissances et les puissances régionales cherchent à se positionner dans cette région-là, car le gros du commerce mondial passe par là. Mhm, Donc, vous avez, comme vous l'avez dit, le canal de Suez, Bab el-Mandeb, et, et aussi euh, donc, le golfe arabe ou le golfe persique, chaque mhm, qui est aussi important maintenant pour l'énergie, le coût de l'énergie euh, de l'Iran, du Qatar, des Émiratis, du Koweït, de l'Irak, de l'Arabie saoudite, ça sort par là. Et donc, le contrôle de l'énergie est très important. Mais ensuite, il n'y a pas que cela. Il y a cette fameuse route donc, des échanges commerciaux économiques mondiaux qui traverse cette région vers l'Asie-Pacifique, mais aussi vers l'Occident, vers la Méditerranée, aussi le mhm, mhm, Pacifique, et le chemin normal du commerce mondial. Et donc, celui qui contrôle ces régions-là contrôle automatiquement euh, le reste du monde. Je pourrais m'étaler à dire que les Américains avaient mis en place un pivot en Asie-Pacifique pour contrecarrer la montée en puissance de la Chine. Et comme donc la Chine aussi était une puissance montante, non seulement économique, mais même militairement parlant, elle est là, elle a su répondre donc, sur un plan défensif. Avec Trump en 2017, on a élargi cette stratégie jusqu'à l'océan Indien. Et donc, c'est devenu le pivot pacifico-indien. Et là, nous voyons que cela n'a pas suffi, que ça s'étale. La guerre des mers, elle est là mhm. et elle arrive justement aux portes de la mer Rouge. Et là, nous sommes dans une guerre totale qui ne dit pas son nom, une guerre de positionnement, de repositionnement, d'ailleurs qui est dictée par un ordre mondial qui se trace, mais qui ne se définit pas encore comme étant un Mhm. ordre multipolaire. Et cela, donc, est la conséquence d'une guerre économique sans pitié, euh, d'une guerre par rapport à la recherche des ressources. Ça rappelle un peu le début euh, de la révolution industrielle où euh, les, les chercher à avoir des colonies pour extraire Mhm. les ressources nécessaires. Aujourd'hui, nous sommes dans la même configuration, mais on va dire d'une autre manière. C'est comme si l'histoire se refait, mais avec d'autres acteurs, d'autres moyens et d'autres façons de les dire aussi, parce que c'est peut-être que le jargon change, le langage change, mais l'essentiel ou l'objectif, c'est la même chose, ne change pas. Alors, en janvier 2024, l'Éthiopie et l'État régional du Somaliland ont signé un protocole d'accord accordant à l'Éthiopie un bail de 50 ans sur une portion de 20 kilomètres du littoral du Somaliland pour le développement d'un port maritime en échange de la reconnaissance du Somaliland par l'Éthiopie. Alors, cette décision a été accueillie avec indignation par le gouvernement fédéral somalien, qui a considéré qu'il s'agissait d'un accaparement illégal de terre et d'une violation de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Somalie. Alors, la communauté internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale, a largement soutenu la position de la Somalie, laissant l'Éthiopie isolée sur le plan diplomatique. Alors, bien que les responsables éthiopiens aient publié
de vagues déclarations, donc revenant partiellement sur leur reconnaissance, ils maintiennent une coopération diplomatique et de défense avec le Somaliland. Et tout cela a considérablement tendu les relations entre l'Éthiopie et la Somalie. Alors, le gouvernement somalien a exigé de l'Éthiopie que l'Éthiopie ferme son consulat à Hargeisa et a tenté d'empêcher donc Ethiopian Airlines d'utiliser l'espace aérien somalien. Ce qui veut dire que donc les choses se corsent vraiment. Alors, quel est votre avis sur cette question-là? Est-ce que ce n'est pas l'enjeu justement de l'accès à la mer qui intéresse l'Éthiopie au premier plan, notamment sur le détroit de Bab el-Mandeb et le golfe d'Aden, qui sont devenus, comme vous l'avez évoqué lors de la première partie, extrêmement importants pour l'Éthiopie. Oui, au fait, d'abord, sur le plan du droit international, l'Éthiopie n'a pas à faire euh, d'accord avec le Somaliland, qui reste une partie du Somalie et que l'État somalien est souverain sur l'ensemble de son territoire et qu'il est seul habilité à faire passer des accords de ce genre-là. Mhm, Sauf que l'Éthiopie faisant fi du droit international d'abord et de la souveraineté somalienne ensuite, mais c'est parce que aussi il y a des enjeux qui ne disent pas leur nom. mhm, Arriver aux portes de l'océan Indien est une débouchée pour l'Éthiopie, donc qui est un territoire fermé qui a besoin d'un accès rapide au grand bassin méditerranéen, d'où les grands enjeux géopolitiques. mhm. Arriver à ces gros, plutôt grands bassins d'eau, je disais, pardon, La mer et Rouge. donc qui est la mer Rouge aussi, voilà. Mhm, Et donc, par conséquent, euh, il se trouve qu'il y a anguille sous roche. Nous avons vu que, par exemple, un État comme les Émiratis travaille à s'accaparer l'ensemble des ports du monde, notamment le port de Barbera au Somaliland, qui fait justement un enjeu de concurrence et, et de, et d'enjeux justement géostratégiques mais économiques aussi. Les Chinois aspirent à avoir un passage à travers cela, mais ils ont toujours travaillé à passer par là, dans un sens plutôt pacifique, sauf que euh, il y a, euh, voit comme un État comme l'Éthiopie, et il ne passe pas par rapport dans son action euh, comme il se doit, comme le dicte. mhm. Alors, Abdelkader Sophie, en évoquant les facteurs extérieurs dans la première partie, notamment par rapport au conflit du Tigré, en dépit de ce qui se passe à l'intérieur des raisons ethniques, économiques, régionales, régionalistes et ainsi de suite, est-ce que ce n'est pas justement ça, euh, in fine, donc d'un point de vue géopolitique et géostratégique, ce conflit-là du Tigré n'était pas vraiment quelque chose justement pour empêcher l'Éthiopie d'accéder via l'Érythrée justement à la mer Rouge et avoir des ports à la mer Rouge. Est-ce que ce n'est pas ça euh, est-ce que c'est pas ça que les gens devraient voir? Est-ce que c'est pas un sabotage d'une relation qui pourrait bien profiter aux deux pays, de coopérer sur des projets de développement ensemble et faire en sorte qu'il y ait des ports d'accès à l'Éthiopie, qui est un grand pays, qui est tout à fait légitime aussi. Et c'est possible aussi. Et dans, dans les analyses. Mais je dirais que le Somaliland, c'est vrai que c'est un territoire qui se veut, qui se veut être proclamé comme étant indépendant et qui œuvre à cela depuis pratiquement euh, les années 90 du siècle
dernier. Mais cela n'a pas. Encore une fois, regardez, donc même le Somaliland, qui était à un moment une colonie britannique, si je ne dis pas de bêtises, euh, donc qui aspire à être autonome et indépendant du Somalie. Mais pourquoi, si on peut avoir une connexion entre le Somaliland et le Somalie pour avoir un État puissant, sachant beaucoup de gens oublient que le Somalie est l'un des pays, des plus grands pays donc en matière de réserve de pétrole et qui se place vraiment euh, dans le top 5, hein, dans Mhm. le top 5 des réserves de pétrole du monde. Donc, ce n'est pas rien. C'était aussi important que le Venezuela ou l'Arabie saoudite en matière de ressources donc énergétiques. Maintenant, avoir à la fois une position stratégique telle que le Somaliland et avoir des réserves énergétiques donc incommensurables représente un enjeu majeur dans le monde. À côté, vous avez, c'est vrai, l'Éthiopie qui a donc à travers le Somaliland. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime, mais il aurait été préférable de conclure avec l'autorité suprême de la nation, qui est l'autorité somalienne. Mhm. Euh, Ensuite, les enjeux de l'énergie dans cette région sont aussi importants, comme je disais toujours, au Moyen-Orient ou au nord de l'Afrique ou bien dans le golfe de Guinée. Euh, L'Afrique, qui est une région, enfin qui est un continent très très riche, euh, euh, cette sourde oreille de l'Occident qui ne veut pas euh, combiner l'action du gain avec les États africains. Donc, mais plutôt, ça reste toujours euh, dans cette façon de vouloir maintenir l'Afrique en dessous de la pauvreté et exploiter qu'il y ait un retour aux Africains. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Somaliland n'est pas différent de ce qui se passe, comme nous l'avons assez bien dit, au Tigré, au Soudan, en Libye, au Sud-Soudan, au Congo aussi. Hein. Alors, les experts et et les acteurs régionaux n'hésitent pas à attribuer la vague actuelle de conflits, de tensions et d'instabilité dans la corne de l'Afrique à des forces extérieures, sur ce que vous avez évoqué déjà, principalement à l'inaction aussi des puissances occidentales, aux guerres par procuration des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Turquie, des États du Golfe et de l'influence croissante de la Chine et de la Russie. Alors, toutefois, les dirigeants de la Corne de l'Afrique portent aussi une grande part de responsabilité dans la situation actuelle, parce que malgré donc les pressions extérieures, les dirigeants de la région ont collectivement fait preuve d'un manque de leadership efficace, ne s'attaquant pas aux différents internes et aux problèmes de gouvernance et n'offrant pas donc d'espace de médiation à des voisins avec qui ils ont des problèmes. Alors, quelle lecture géopolitique et géostratégique faites-vous de cet aspect-là d'interférence internationale dans cette région de l'Afrique de l'Est? En fait, vous posez le problème de toute l'Afrique à travers l'Afrique de l'Est, car Mhm. regardez, c'est vrai que à un moment, toutes pratiquement les gouvernances en Afrique ont été sujettes à une mainmise externe qui a souvent dirigé de par des accords qui n'étaient pas favorables forcément aux pays africains, mais qui obligeaient quelque part les leaders à se soumettre non seulement à ces lois, ces accords, mais aussi aux États avec qui on a passé cet accord. D'ailleurs, l'Afrique de l'Ouest a connu les accords coloniaux avec la France et nous savons ce qui est advenu, mais aussi d'autres pays africains, notamment, comme vous l'avez si bien dit aujourd'hui, dans l'accord africain, mais aussi dans
le golfe de la Guinée, au nord de l'Afrique. Tous ces États en ont souffert et en souffrent toujours. Sauf que il se trouve qu'il y a aujourd'hui, dans certains pays de l'Afrique, il y a un éveil. Un éveil parce que il y a de nouveaux acteurs, il y a une nouvelle vision. La diaspora africaine qui arrive au pouvoir arrive quand même à voir différemment parce qu'il y a plus de sagesse, il y a plus de savoir, il y a une formation meilleure. Et donc, autrefois, c'était des choix obligatoires avec un seul partenaire. Aujourd'hui, les pays africains ont une possibilité de composer avec plusieurs choix, donc plusieurs partenaires. Nous avons l'arrivée de la Chine, de la Russie, de la Turquie, du Japon, pour ne citer que cela, qui De proposent l'Iran aussi, hein, qui comme de l'Iran, oui, aussi, qui propose de choses totalement différentes de ce qui a été proposé jusque-là. Et ce sont des alternatives, donc une concurrence. Si vous voulez, et cette concurrence fait des affaires plutôt des pays africains qui donc aspirent à en tirer profit de ces relations, sauf que les forces coloniales traditionnelles ne l'entendent pas euh, de cette, de cet œil, ne la voient pas de cet œil, ne l'entendent pas de cette oreille, et font tout pour conserver la situation telle qu'elle est. Et nous savons que le, le meilleur, c'est la bombe sociale ou la bombe sociétale, car les puissances euh, coloniales connaissent très bien les sociétés africaines et ça, ce qui rassemble et ce qui justement euh, ce qui diverge ou emmène vers la discorde entre les sociétés internes. Et c'est ce levier qui est justement manipulé par les forces occidentales, notamment, comme nous l'avons évoqué dès le début, aujourd'hui, du moment que nous parlons de la Corne africaine, il est facile de monter les uns contre les autres. Et donc, avec une situation instable, avec de l'insécurité, personne n'oserait s'aventurer à faire justement commerce ou à investir dans ces pays-là. Et cela reste un territoire gardé, donc plutôt que une ouverture sur les possibilités de développement. Qu'est-ce qui manquerait justement à l'Éthiopie pour se développer? Qu'est-ce qui manquerait au Somalie pour arriver au rang des grandes puissances énergétiques et peut en tirer profit pour développer ce pays-là alors qu'il reste sujet à des attaques terroristes telles que les Harakat Shabab. Aussi, il reste divisé tel que c'est le cas entre le Somaliland et le Somalie, mais surtout, vous avez donc d'autres acteurs qui commencent à prendre forme dans cette région. Vous savez que le port de Barbera, nous avons parlé tout à l'heure, qui était exploité par Taïwan. Aujourd'hui, les Émiratis prennent place, l'Éthiopie cherche à en tirer profit donc, pour commercer. Euh, donc, pour dire autant que euh, tous ces biens, que ce soit territorial ou ressources ou naturelles ou énergétiques, n'en profitent pas malheureusement euh, à ceux qui les détiennent ou ceux donc au pays, mais plutôt euh, ça reste plutôt entre les mains des facteurs exogènes et qui est une monnaie d'échange avec Mhm. les pouvoirs en place. Donc, seul moyen qui permet au pouvoir de rester en place ou peut-être de faire la guerre à l'autre. Nous avons vu, par exemple, au Soudan, les forces d'intervention rapide ont la même mise sur l'or, sur certaines Mhm. ressources naturelles, qui leur donnent cette possibilité de troquer avec les armes.
En contrepartie, euh, quand vous allez au Somaliland, c'est ce qui est proposé au Somaliland. On leur propose une reconnaissance, on leur propose, euh, j'allais dire, un peu d'argent Mhm. pour dire cela ainsi. En contrepartie, ils vont livrer une partie de la souveraineté nationale euh, D'accord. somalienne à l'autre. Voilà. Alors, dans le contexte justement de la nouvelle dynamique internationale marquée par la puissance de plus en plus grande des BRICS et des BRICS plus qui luttent pour une architecture multipolaire, une grande donc effervescence est observée dans plusieurs régions du continent africain, notamment le Sahel par exemple, qui travaillent pour asseoir leur souveraineté dans tous les domaines après avoir mis fin donc à la présence militaire étrangère sur le territoire. Il y a également le Tchad, le Sénégal qui commencent à emprunter le même chemin. Alors, comment euh, analysez-vous cette dynamique et comment interagit-elle avec l'évolution de la situation à l'échelle internationale? Et puis, euh, est-ce que cela ne pourrait pas être un exemple pour tous les pays de la Corne de l'Afrique qu'ils puissent s'asseoir autour d'une table ensemble, créer une espèce d'organisation, je ne sais pas, et dans laquelle ils peuvent dialoguer sur les problèmes qui les intéressent ensemble, trouver des solutions ensemble et en tentant de s'arrimer, bien sûr, avec les forces qui proposent une alternative au modèle de domination occidentale aujourd'hui. Oui, mais en fait, d'abord, deux acteurs majeurs ont joué un rôle important pour la libération des esprits aussi en Afrique. Donc, et celui de retour à l'esprit révolutionnaire par rapport au néocolonialisme, ce sont l'Algérie et l'Afrique du Sud. Ce Mhm, sont deux États qui ont joué un rôle important comme étant des boucliers en faveur des États africains notamment ceux du Sahel, c'est la région sahélo-saharienne. Rappelez-vous donc le retour de l'Algérie sur la scène internationale qui a empêché l'interventionnisme français au Niger, au Mali, absolument, oui. et que des coups d'État ont eu lieu dans ces États, mais en fait, moi, je les appelle des coups d'État contre le colonialisme et non pas contre le pouvoir en place, puisque Mhm, c'est un retour vers une légitimité de la population et de la nation. Parce que le plus grand perdant n'a pas été le Mali ou le Niger ont toujours été surexploités et n'ont rien eu en retour. Depuis leur indépendance, tout a été pris par la puissance coloniale. Aujourd'hui, euh, les nouveaux, j'allais dire, gouvernements en place cherchent l'intérêt de leur propre pays. D'ailleurs, avec le Burkina Faso, ils ont composé euh, l'alliance des États du Sahel, les trois pays, qui se sont séparés de la CEDEAO. La CEDEAO qui est un symbole de la domination française, car la CEDEAO dépend totalement de la banque mhm. centrale française et que les pays n'étaient pas souverains dans l'utilisation de leur monnaie, de leur propre argent ou de leurs propres réserves. Et cela fait que ces nouveaux États, notamment les trois pays, ont commencé à chercher de nouveaux partenaires économiques. Ils ont trouvé la Russie, ils ont trouvé la Chine, ils ont trouvé, comme vous l'avez si bien dit, la Turquie et bien d'autres pays. Et aussi, donc, un troc et de nouveaux accords avec l'Algérie. Cela leur a permis de se libérer et donner aussi euh, envie, je dirais, aux autres pays de faire pareil, idem. Et donc, c'est l'effet domino. Nous l'avons vu au Tchad, aussi le Sénégal, la Côte d'Ivoire, qui ont chassé les bases militaires françaises de chez eux et qui commencent à, à emprunter le pas à ces trois pays, au Rwanda aussi, sur la Centrafrique. Et je pense que c'est le début de la fin de la mainmise du colonialisme ou le néocolonialisme
s'est produit après l'indépendance de ces États, on va dire, d'un point de vue militaire, mais économiquement, ils sont restés totalement dépendants. Aujourd'hui, cette possibilité donc de commercer ou j'allais dire, de travailler avec les pays du BRICS plus, que ce soit d'une façon euh, avec le BRICS plus lui-même ou avec les États du BRICS, ça se voit. Et nous avons oublié l'Inde aussi, qui est aussi une puissance importante euh, dans cette perspective en tant qu'État du BRICS ou du BRICS plus. Euh, Sauf que, vous savez, moi, je préfère parler du BRICS, hein, pas du BRICS plus, parce que Mhm. quand même, certains États du BRICS plus jouent un double jeu, notamment les Émirati, qui n'arrivent pas justement à jouer franc jeu de façon claire. On ne peut pas les situer réellement dans le groupe des BRICS, mais c'est plutôt dans que je considère, bon, ça ce que moi, comme étant un autre État vassal et qui fait l'affaire euh, des puissances occidentales ou ne serait-ce que de la vision libérale occidentale. D'accord. Alors, justement, par rapport à tout ce que vous avez expliqué dans cette nouvelle architecture, le poids des BRICS, comment analysez-vous le retour après, enfin, l'action des États-Unis après le retour de Trump, donc, qui a suscité beaucoup d'espoir? Euh, Quant à la paix dans le monde, à des solutions aux graves problèmes. Donc, il a effectivement donc initié des négociations ou des discussions avec la Russie pour rétablir les relations avec la Russie et tenter de sortir du conflit ukrainien. Mais il a aussi déçu dans son action à Gaza parce que le génocide a repris de plus belle, les bombardements. Comment jugez-vous donc son action et, et à partir de là, comment voyez-vous le rôle des États-Unis ou l'évolution du rôle des États-Unis en corne de l'Afrique et dans toute l'Afrique en général? Vous savez, Donald Trump, tout comme ses prédécesseurs, il reste le président des États-Unis d'Amérique et il dépend des scénarios qui ont été proposés justement par les think tanks américains. Il ne peut pas sortir d'une vision globale américaine. Peut-être la stratégie diffère. Il y en a ceux qui utilisent le, la hard force, ceux qui utilisent la soft. Lui, il est plutôt type homme d'affaires, plutôt que commerçant, et il entend donc réaliser des prouesses juste avec l'exercice de pression sur les États ou réfléchir autrement au lieu de faire la guerre, au lieu de participer et de faire des dépenses telles que CP aujourd'hui à plus de 350 milliards de dollars fournis par les États-Unis d'Amérique à l'Ukraine, qui n'ont rien donné en retour. Lui-même, il l'avait dit, donc il a compris que vaut mieux avoir des relations saines avec la Russie que de rester en conflictualité qui ne ramène rien, sachant que la Russie, c'est un État puissant et qui tient, donc il y a le souffle à terme. En retour, donc focalisé sur le Moyen-Orient, oui, on oublie que le, l'IMEC, l'IMEC, c'est Mhm, l'India Middle East Corridor, est un projet qui a été initié par Donald Trump lui-même en 2017. Donc, cette nouvelle route de la soie américaine, parallèle à la route de la soie chinoise, et qui traverse le Moyen-Orient, notamment la boucle de Gaza, avec un double chemin, un chemin maritime et un chemin terrestre à travers les rails vers l'Europe. Et mhm. quand on comprend l'étendue de la vision de Donald Trump, on comprend bien donc que la stratégie américaine est la même, seulement les moyens changent. Au lieu d'utiliser les moyens durs et rares ailleurs, donc on préfère exercer une pression lors de son premier mandat. Il a exercé une pression sur les pays du Moyen-Orient. Il leur a dit carrément
de payer la présence américaine dans cette région. Il a soutenu beaucoup d'argent. Il l'a fait aussi avec la Corée du Sud, avec le Japon. Donc pour lui, là où il y a une base militaire américaine, il faut payer. Et alors que nous savons très bien que l'installation des bases américaines, on profite beaucoup plus aux Américains qu'aux pays qui, euh, qui sont hôtes. Euh, je ne crois pas que Donald Trump puisse agir à l'encontre des intérêts des États-Unis. Seulement lui, il a choisi une manœuvre plutôt telle qu'un homme d'affaires le fait. Donc, il reproduit son style de businessman dans la vie quotidienne à l'international. Cela dit que de nouveaux acteurs apparaissent dans la scène internationale, dans la vie politique internationale, que les États ne sont plus seuls acteurs réels et qui dominent, mais en réalité, donc, nous avons des acteurs parallèles en dehors des États qui forcent justement euh, leurs propres États à agir selon leurs crises et selon leurs intérêts. Et là, les multinationales, ce sont elles qui font quelque part la politique de ces grandes puissances et ce sont elles qui décident du devenir de la présence dans une région ou dans une autre. Euh, Maintenant, je crois que ce qui est observable, c'est que la situation actuelle est réellement chaotique, Mhm. mais c'est un chaos qui est plutôt euh, dirigé, manipulé à des fins qui font les affaires de ceux qui arriveront à en tirer profit. C'est pourquoi je dis que nous sommes euh, dans une période de transition d'ordre mondial. Et Mhm. cette transition, elle dure réellement depuis 90, depuis la chute de l'Union soviétique. Le monde n'a pas connu de stabilité, quand bien même on est passé vers un monde unipolaire un laps de temps quand la Chine et la Russie étaient absentes, mais le retour de la Chine et de la Russie sur la scène internationale, notamment à partir du moment où ces deux États ont émis un veto pour la première fois pour les Chinois. Donc, en Syrie, nous avons commencé à voir les prémices d'un ordre mondial différent de ce que on sait ou être des Américains unipolaires, mais il est multipolaire. Et maintenant, est-ce qu'il sera multipolaire dans le sens où il sera dominé par des États-nations ou il sera dominé par des coalitions, donc des groupes